Je vais représenter ce matin le secrétaire perpétuel que le président. Je souhaiterais tout de suite remercier chaleureusement M. Michaud d'avoir organisé cette journée. Je suis heureux, madame. Hein? Oh, nous sommes très heureux aussi parce que ça va nous permettre de rendre hommage à un confrère qui était, je crois, très apprécié de tous, est décédé prématurément, et de voir ce lieu grâce à votre travail, mais il y avait également lui-même contribué. Vous allez nous expliquer, je pense, quelle a été sa contribution. Je dois également excuser l'absence de certains de nos confrères. D'abord le président général, Étienne Cuénan, qui est retenu à Paris par un colloque de la Société française d'urologie, dont il est membre. Excusez aussi notre secrétaire perpétuel, parce que lui-même, son épouse, Christophe Daubier et Jean-Marie Rouvier, sont présents ce matin aux côtés de notre confrère Jean-Pierre Blaillac pour les obsèques de son épouse, qui ont lieu en ce moment même, mais nous reviendrons d'ici la fin de la matinée. Nous sommes très heureux de visiter ce très beau lieu et je crois que nous allons le faire en compagnie du meilleur guide possible. Je rappellerai le lien qui nous unit très intensément et aujourd'hui le souvenir de Michel Guiraud, et qui a joué un rôle déterminant parce qu'il a amassé toute la culture, il a rassemblé toute la culture quinoise, qui a achevé de nous révéler dans des termes très précis le passé romain de Narbonne, la grandeur de cette ville. Voilà. Et puis tout ça est né d'une soirée folle avec Georges Frêche. Tout en fait est lié au souvenir romain. Voilà. Et nous avons sur le côté, en rond de Beauce, manifesté la place de Narbonne dans le concert méditerranéen. Tel qu'il va être découvert et ensuite occupé. Alors voilà, la cadastration est très importante. Ça, vous savez, on coupait les terres. Il y a des institutions antérieures, plus ou moins féodales. Et... C'est l'oculaire romain, ici ils font de véritables portraits. Il n'y a rien d'idéalisé, nous allons voir les règles. Et là, ce sont des portraits, rappellent ses souvenirs, on a la fidélité aux ancêtres. Alors cette fidélité aux ancêtres, c'est un attachement à un passé qui est notre respect.
française, mais aujourd'hui, Je salue la présence de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Narbonne, qui l'a escalité, puisqu'il est depuis 1833, il est président né de la commission archéologique, et il souligne l'intérêt que nous avons à nos relations avec la fonction publique et celle de l'État, avec les agents de l'État. La commission archéologique s'estime un relais entre les citoyens et l'administration pour les matières qui la concernent. Culture, patrimoine, archéologie, urbanisme. Merci, Monsieur le sous-préfet, d'être venu en séance avec nous. Je salue la présence de Monsieur l'adjoint au maire et de Monsieur Yves Pédet, maire adjoint chargé qui en charge tout le patrimoine de Narbonne, vous voyez, et sa culture. Il fait l'honneur de nous, il représentera Monsieur le maire de Narbonne, qui lui est ses qualités, sera bientôt reçu au mois de septembre comme président né de la commission archéologique selon les termes de l'arrêté de fondation de la commission 1833. Mesdames et Messieurs les présidents, Madame la Présidente de l'Université Paul Valéry, vous nous faites l'honneur de venir ici, et je voudrais vous dire à quel point vous y êtes un peu chez vous, et ce depuis longtemps, puisque les personnages le droit canonique, parce que vous avez eu ici, chez vous, Michel Guiraud. Michel Guiraud fait partie de ces gens qui nous ont aidés à édifier Narbonne. Il a participé aussi à l'événement historique qui est très important, c'est le retour du corps de Monseigneur Dion, notre dernier archevêque, redécouvert à Londres où il avait été enterré en exil après la Révolution, redécouvert tout à fait récemment par des archéologues et que nous avons pu avoir la bonne chance d'aller chercher, de ramener ici. Et là, il a rencontré donc une plus jeune récompense qui a ouvert les cérémonies par son exposé sur les États. Donc, des événements communs, des interventions communes, un souci commun de connaître, de savoir, et ça a été le thème de notre relation depuis des années et de sa relation avec la ville de Narbonne. Nous devions de ne pas l'oublier. Une ville sonore de savoir les gens qui ont aidé, qui ont travaillé, qui ont fait quelque chose. Et ceci, c'est une construction qui n'est jamais achevée, qui n'appartient à aucun de nous, mais à laquelle on a la joie de contribuer. Il nous faut retrouver, je crois, dans notre conduite sociale, l'esprit des abeilles qui travaillent jusqu'à la fin, avec une gratuité totale. Et il était de ces insectes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ils méritaient une immense considération. Je vous remercie d'être présent, d'être en communion en ce moment sympathique, au sens grec du temps.
Monsieur le Président, cher Jacques, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le maire adjoint, Madame la Présidente de l'Université Paul Valéry, Mesdames et Messieurs les membres résidents, Mesdames et Messieurs mes chers confrères et chères consoeurs académiciens et académiciennes, Mesdames et Messieurs, merci, cher Jacques, de nous accueillir ainsi dans cette belle salle. Ici, Michel Guéraud a été pendant quelques années recteur de l'Académie. Et je le dis avec plaisir, avec une sorte de connivence. C'est dans ces fonctions que nous nous sommes connus, lui et moi. C'est un aspect un peu particulier de cette carrière qui n'a pas duré extrêmement longtemps, 3 années. Il a été recteur chancelier des universités de l'Académie de Nantes. Il a été un grand professeur, il a été un grand chercheur, il a publié des travaux reconnus de grande qualité, il a exercé de nombreuses responsabilités à l'université et ailleurs, et pour toutes ces responsabilités, il y a cette fonction de recteur qu'il a occupée quelque temps. Pourquoi est-il devenu recteur? Parce que, tout en étant universitaire, il s'intéressait à l'enseignement primaire et secondaire. Il était soucieux que la culture soit mise à la disposition de tous et il avait accepté une fonction au sein du rectorat de Montpellier, qui sera présentée tout à l'heure par Michel Verdeillan, la fonction de chef de la mission académique de formation des personnels de l'éducation nationale. Et il a piloté la formation des professeurs et des instituteurs pendant quelques années. Il a d'ailleurs même créé cette mission, la séance de cet après-midi, puisqu'il s'agit d'une séance commune de nos deux institutions, comportera donc essentiellement 2 temps, un temps à l'initiative de l'Académie de Montpellier, où nous parlerons de Michel dans ses activités universitaires et pédagogiques, et puis une partie à l'initiative de la Société archéologique, et qui était d'abord à l'initiative de cet après-midi, où on parlera de Michel et de Narbonne. Merci encore, et prolongeons ces relations d'amitié et d'échange entre nos 2 institutions dans les temps qui viennent. Nous vous invitons à venir à Montpellier, où, je vous le redis, nous vous présenterons le Montpellier médiéval. Monsieur le sous-préfet, monsieur l'adjoint au maire, madame la présidente et amis, mesdames et messieurs de la commission archéologique, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. Avec 2 autres d'entre nous, dont l'un vient de parler, avec 2 autres d'entre nous, donc à l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, j'appartiens au filleul de Michel Guéraud. C'est à lui que je dois mon élection dans cette compagnie en 2012. Outre cette élection, 2 raisons m'incitent à prendre la parole aujourd'hui. 2 raisons guidées par la gratitude. La première prend toute sa place dans l'Académie, puisque Michel Guéraud avait été élu dans le fauteuil de Jacques Proust, qui fut mon directeur de thèse. Et nous partagions, Michel Guéraud et moi, la même admiration, le même respect pour ce grand 18e. Aujourd'hui encore, je ne lis pas sans émotion et reconnaissance le superbe éloge que Michel Guéraud fit de Jacques Proust lors de sa réception à l'Académie le 21 mai 2007. La seconde raison est moins académique, mais ce sont les soins bienveillants de Michel Guéraud qui ont permis que je sois élu en 2019 à la présidence de l'Université du Tiers-Temps, grande institution interuniversitaire, la seule hélas, grande institution interuniversitaire à laquelle beaucoup ici, que je remercie, participent. Quand il nous a été demandé, à Michel Verdeillan et à moi, de parler de notre parrain, nous sommes convenus de nous répartir cette présentation et j'ai accepté de parler des travaux scientifiques de Michel Guéraud. Je voudrais commencer par un rappel inutile pour les universitaires présents qui le connaissent. À un enseignant du supérieur, il est donné 3 missions: enseignement,
recherche, administration. Vous devinez que le partage n'est pas toujours équitable. Si l'enseignement est à peu près assuré, je me souviens du maire d'une grande ville dont je voyais voitures et chauffeurs arrêtés tous les lundis matins devant le bâtiment de la recherche et des études doctorales de Paul Valéry, pendant que monsieur le maire donnait son cours. Si donc l'enseignement est à peu près assuré, c'est vrai que les 192 heures équivalent TD sont difficilement compressibles. J'ai tout de même connu des enseignants qui ne firent ni recherche ni administration, des enseignants qui furent d'excellents chercheurs et de piètres administrateurs, d'autres qui furent de grands administrateurs et qui abandonnèrent la recherche, d'autres enfin, rares, brillaient à la fois dans la recherche et l'administration. C'est bien sûr à ce dernier groupe qu'appartint Michel Guéraud. En ce qui le concerne, j'ajouterai un mérite supplémentaire touchant l'enseignement, parce que, à mes yeux, enseignement et recherche sont indissolublement liés. Donc, un mérite supplémentaire, il arrive souvent que les chercheurs de renom limitent leur enseignement au master, on parlait de DEA à l'époque, ou au cours préparant l'agrégation, malgré ou plutôt à cause de la qualité de ses travaux, de son passé de haut fonctionnaire, Michel Guéraud continua jusqu'à la retraite à donner des cours en premier cycle, c'est-à-dire aux étudiants de licence. Avec le grand chercheur, avec le haut fonctionnaire, il y avait aussi, je dirais, le pédagogue, c'est-à-dire, chez Michel Guéraud, le souci de faire profiter tout public, les jeunes avides de découvrir, comme les esprits éclairés ou les savants reconnus, de ces vastes connaissances de la Rome antique. Vastes connaissances qui allaient de la synthèse englobant plusieurs siècles à l'étude d'un texte de quelques pages, qui réunissaient la réflexion la plus théorique, la plus abstraite, à la confrontation avec le réel d'amuser à construire. Michel Guéraud, derrière sa courtoisie coutumière, son fin sourire, avait non seulement compris la place de la science dans la société d'aujourd'hui, mais il avait su, ce qui est infiniment plus rare, la lui donner. Je vous remercie. Président, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire adjoint, Madame la présidente de l'Université Paul Valéry, Mesdames et Messieurs les membres de la commission archéologique, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Michel Guéraud n'était pas seulement mon parrain à l'Académie, c'était une personnalité envers laquelle j'avais la plus grande révérence depuis longtemps, que je consultais lors de choix professionnels délicats et dont mon mari et moi nous apprécions l'amitié. J'avais fait sa connaissance au début des années 1980 à l'université et j'ai pu mesurer au fil des ans son engagement professionnel, sa capacité de travail, la pertinence de ses jugements et son très grand savoir. C'est donc, moi aussi, un ami, autant qu'un collègue, que je vais parler, en pensant aussi à sa famille, à son épouse Annie et à ses enfants, Bénédicte et Christophe, qui étaient là ce matin, et aussi à sa compagne Marie-Claude, qu'il a accompagnée pendant 21 ans et qui fut si présente pendant sa maladie. Elle ne peut être aujourd'hui parmi nous pour des raisons de santé et nous avons pour elle une affectueuse pensée. Pour cet hommage, j'ai choisi de centrer mon propos sur l'éducation. Non seulement parce qu'il s'agit d'un substrat professionnel, du socle d'une carrière, mais parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un engagement réel et permanent de toute une vie. Pour en parler, j'emprunterai beaucoup à la riche présentation qu'a faite de lui Gérard Jolvy lors de son intronisation à l'Académie en 2007,
J'emprunterai également des témoignages de collègues ou d'anciens étudiants, et enfin à quelques souvenirs personnels. Mais cette passion pour l'éducation constante, il ne l'a pas réservée aux seuls cercles universitaires, car sa tâche d'universitaire ne lui a pas fait oublier son intérêt pour l'enseignement scolaire. Il est par exemple en 1994 responsable académique de la consultation des lycées. En 1998, il a accepté de participer au colloque Savoir, langage et citoyenneté que j'avais organisé à l'UFM. Il a présidé une table ronde. Si on pouvait mettre la deuxième diapositive, voilà, c'est la diapositive du bas, à côté du professeur Carbonel. Il a présidé une table ronde. Et comme il ne faisait pas les choses à moitié, il a aussi écrit une préface. Et dans ce texte, il analyse brièvement les rapports entre culture, savoir, alphabétisation et citoyenneté dans la Rome antique, à la lumière de travaux alors récents, en remettant en cause des visions précédentes. C'était une façon élégante de relier un problème contemporain à son érudition romaine et surtout de donner à ce thème une profondeur historique. Autre public, autre forme d'éducation, Dominique Trière l'a rappelé, la présidence de 2002 à 2008 de l'université du Tiers-Temps, dont le président actuel est Dominique Trière. Mais cette ouverture vers un large public extra-universitaire, il l'a pratiqué depuis longtemps. Et je voudrais rappeler ce que m'a signalé notre collègue Carole Yankou. Le 13 février 1984, il a présenté son ouvrage « Narbonne antique, des origines à la fin du IIIe siècle » dans le cadre d'une émission radiophonique, Sillage, à l'écoute de l'historien, réalisé par Carole Yankou sur les ondes de la radio juive languedocienne, qui est aujourd'hui Radio Aviva. Carole Yankou en possède un enregistrement. Nous comptions vous en faire écouter un petit extrait où vous auriez retrouvé la très belle voix de Michel Guéraud, mais un incident technique ne nous permet pas de le faire. Ce sera remis à une autre fois. Devenu émérite en 2004, la retraite n'a jamais été pour lui synonyme d'inaction. À l'Académie depuis 2007, dont il a été président général en 2013, il a donné beaucoup de conférences, Dominique Trière en a parlé. Notre confrère Sidney Aufrel les qualifie de travaux d'orfèvre. Sidney Aufrel est un connaisseur. Toujours sur des sujets variés liés à l'histoire romaine. Une anecdote sur une des conférences, c'est celle sur l'homosexualité à Rome. C'est un exposé qu'il a proposé également à l'AFDU, l'Association française des femmes diplômées d'université. Et la présidente du groupe de Montpellier, d'alors, lorsqu'il avait proposé ce sujet, lui avait dit, avec son accent particulier, « Excellent, vous allez faire un tabac ». Il en était très content. Je voudrais m'arrêter un instant sur la conférence dont a parlé Dominique Trière, celle de 2010, sur l'apprentissage du grec et du latin dans l'Empire romain, d'après un manuscrit de la bibliothèque universitaire de Montpellier. Il y démontrait, tout à fait brillamment, que cet ensemble de textes et de glossaires composés vers 230 par un anonyme pour un usage scolaire, les Amenemata, c'est un ouvrage bilingue latin-grec, et il démontrait que cet ouvrage avait été composé pour des adolescents ou de jeunes adultes grecs désireux de mieux s'intégrer dans l'Empire romain. Il en a donné une deuxième version un petit peu plus tard, quelques semaines plus tard, à la Maison des Sciences de l'Homme à Montpellier, dans un séminaire que j'organisais sur les manuels scolaires,
en mettant alors l'accent sur la circulation des savoirs dans l'Empire et la mobilité des enseignants, des maîtres, disait. Mais on retrouve là l'esprit de Michel Guéraud. La connaissance érudite de l'Antiquité romaine, que ce soit la période républicaine ou la période impériale, la richesse documentaire, la rigueur de la méthode liée à la finesse de l'analyse, l'aisance de la pensée, au point que, comme l'a écrit Jean-Pierre Mouget, on l'imaginerait aisément drapé dans une toge de sénateur. Et nous avons vu ce matin les toges au musée. Tout cela, néanmoins allié à la clarté de l'exposé, à l'intérêt pour l'enseignement, ses acteurs et ses outils, et son souci de transmettre le savoir dans différents cadres, qu'ils soient universitaires ou pas. C'est pourquoi il restera vivant pour nous dans le souvenir de cette érudition discrète et enjouée, de sa grande élégance intellectuelle et morale, de sa si vive intelligence et de cette constante passion pour l'éducation. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'adjoint au maire, Madame la présidente de l'Université de Montpellier, chers collègues, Messieurs et Mesdames les membres de la commission archéologique de la Narbonne, Mesdames, Messieurs les académiciens montpelliérains, Mesdames, Messieurs, je retiendrai le dernier mot de la collègue montpelliéraine qui vient de me précéder. L'élégance, avec sans aucun doute un brin de distance, toujours un humour placide, dirais-je, et du recul par rapport à beaucoup de choses. Néanmoins, c'est d'un grand savant que nous parlons, d'un grand universitaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui a fait son métier d'enseignant, l'a fait fructifier dans des domaines voisins. Il a assuré aussi sa tâche administrative dans l'université et à côté et au-delà. Et il a fait, pour me donner l'exemple, une recherche aussi exceptionnelle. Je suis heureux de pouvoir en parler à Narbonne, puisque c'est Narbonne qui constitue sans aucun doute le chef-d'œuvre qu'il nous a laissé. Voici plus de 4 décennies paraissait un grand livre de plus de 600 pages. Il marquait d'une belle manière forte, significative, les premiers pas de la revue archéologique de Narbonnaise dans la catégorie des suppléments. C'était le 8e de la série et en 1981, l'ouvrage, par son ampleur, venait d'illustrer la réussite d'un projet lancé depuis plus d'une décennie par le doyen, devenu alors recteur, le doyen Hubert Calais de Santerre. 600 pages, un lourd pavé, une somme. Il n'y a rien toutefois à nier ou à voiler. C'est une thèse de doctorat d'État, selon la terminologie en usage à l'époque. Elle a fait son chemin, en sorte que le tirage est à présent épuisé. Les raisons, une qualité évidente, une adéquation
à une demande qui était forte, car disposer d'un ouvrage de référence bien écrit et bien construit sur une période importante du passé d'une ville, quoi de plus légitime. Mais ce n'est pas un ouvrage désincarné. Il importe de citer d'emblée un des premiers passages de la préface de Michel Labrousse, professeur à l'Université de Toulouse, et lui aussi auteur d'une thèse portant sur l'histoire urbaine dans l'Antiquité. Je le cite. Il faut le lire, l'ouvrage, le lire page à page, pour sentir le lien qui unit son auteur à Narbonne, pour ne pas affadir la finesse de ses analyses, la prudence et la justesse de ses raisonnements, le parti pris aussi de ses choix en des points litigieux. On peut ainsi tirer une leçon de cet ouvrage soigneusement composé et pensé. À la ville s'ajoute un territorium, c'est-à-dire l'espace soumis à ses magistrats, et au-delà, un espace plus difficile à définir, mais tout aussi important, celui que viennent marquer les liens économiques et les confluences d'échanges. Tout ceci se noie, certes, dans la ville et à ses portes. D'un côté, à l'arrivée de la voie d'Aquitaine, les routes de la Montagne Noire, de l'autre, à tous les débarcadères de la Lagune ou de la Robine. Mais on est invité par l'œuvre de Michel Guiraud lui-même à embrasser aussi, au-delà de Narbonne, de toutes parts, les horizons les plus larges, et à considérer dans sa grandeur le destin de cette ville. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour ce exposé. Je passe la parole à M. le sous-préfet d'arrondissement qui va nous dire quelques mots et pour le cercle de cette séance. Et il parle de mes qualités également de président né de la commission accueillie de cette émission. Il vient de très haut, de très haut. Merci Jacques. De 1830, et vous voyez le côté magique de ce mandat, c'est qu'il maintient le sous-préfet Narbonne dans une forme de jeunesse éternelle. Merci, cher professeur Michaud. Je voulais moi aussi saluer les membres de notre commission archéologique de Narbonne. Bien sûr, saluer le maire adjoint, le remercier pour la mise à disposition de cette salle des synodes. Jacques, tu as dit ô combien justement le rôle qu'elle tient dans l'espace narbonnais, et aujourd'hui le point de jonction entre Narbonne et Montpellier. Il faut s'en féliciter, et ce n'est pas un sous-préfet qui a été sous-étudiant à Montpellier qui viendra s'en plaindre. Madame la présidente de l'université Paul Valéry et monsieur le secrétaire perpétuel de l'académie, mesdames et messieurs les universitaires, vous permettrez une salutation respectueuse au professeur Pétel, qui a été un de mes professeurs à la faculté de droit de Montpellier et que j'ai grand plaisir à retrouver aujourd'hui. Que dire après tant de mots justes, scientifiquement étayés et forts en symbole, vous qui avez connu Michel Guiraud, moi qui ne l'ai pas connu. Je voulais juste vous dire l'émotion qui est la mienne, le moment de solitude aussi d'un sous-préfet qui doit parler après tant de doctes paroles, et finalement revenir à l'essentiel, celui de l'étudiant justement que je fus à Montpellier, et l'admiration et la gratitude que porte tout étudiant, quel que soit ensuite le parcours qui a été le sien, au regard de ses maîtres. Vous ne mesurerez jamais l'importance que vous aurez eue pour tous les étudiants que nous sommes tous et toutes ici, et vous ne mesurerez jamais la gratitude qui est celle d'un étudiant devenu magistrat, sous-préfet, peu importe, ou professeur, et qui se souvient toujours avec grande émotion des enseignements qui ont été les siens. Alors je ne voulais pas alourdir le propos et laisser finalement cette gratitude parler à travers une formule qui est celle d'Aristophane: éduquer un homme, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Mesdames et messieurs, notre gratitude, elle vous est éternellement acquise. Vous qui marchez dans les pas d'André Malraux, qui avait dit de la culture, mais c'est transposable pour le pouvoir, qu'elle ne s'héritait pas, mais qu'on devait la conquérir. Merci.